Le scénario de la jeune femme est très précis, mais de nombreux éléments paraissent peu crédibles aux yeux des gendarmes. On est dans un chemin, on se gare très loin de l'entrée du chemin pour ne pas être visible, ce qui n'est pas du tout compatible avec l'envie pressante d'uriner. La grosse pierre dont elle nous parle, il y en a pas sur le chemin de grosse pierre, donc c'est pas possible. Et puis alors, ce serait une grande chance de se baisser, de ramasser une grosse pierre. Et c'est pas cohérent, quoi. Je veux dire, ces petits trucs-là, c'est pas cohérent. Au-delà des incohérences dans le scénario que Cindy livre, les enquêteurs vont récolter des indices qui prouvent que la jeune femme n'a pas agi en état de légitime défense. En effet, tout laisse penser qu'elle ment et que le meurtre de Kevin a été en fait minutieusement préparé. La voiture de Cindy est passée au crible et les gendarmes s'aperçoivent que l'habitacle a été nettoyé méticuleusement. Rien ne traîne. Tout a été passé à l'eau, tout a été passé à l'aspirateur. Dans le coffre, les gendarmes font une découverte capitale qui confirme leurs soupçons. On découvre du matériel de peinture, on découvre des bouteilles de white spirit, on découvre des sacs plastiques. On retrouve vraiment énormément de choses dans sa voiture. Et là, ça va mettre un peu la puce à l'oreille des enquêteurs et on se dire, c'est quand même pas tout le monde qui se trimballe avec des cordes et des sacs plastiques dans sa voiture. Donc on retrouve les éléments qui ont été utilisés pour tuer, ou qui auraient pu être utilisés pour tuer Kevin, et les éléments qui permettaient de mettre le feu au corps de Kevin. Mais en garde à vue, Cindy dément avec force la préméditation. En plus, elle a réponse à tout. Cindy explique la présence de tous ces objets dans sa voiture en indiquant que sa voiture, c'est un peu sa maison. Elle y met un certain nombre d'objets. Elle fait de la peinture, donc elle a du white spirit. Elle a de l'alcool à brûler. Elle a des couteaux, parce que elle bricole parfois. Les enquêteurs ne croient pas les explications de Cindy. Pour eux, elle est coupable, cela ne fait aucun doute. Et elle a agi de sang-froid. Comble du cynisme, un détail va achever de convaincre les gendarmes que la jeune femme a peut-être commis ce crime. Un détail particulièrement sordide. Elle dira aux enquêteurs qu'une fois que les choses ont été accomplies, elle a eu faim et qu'avec son ami, peut-être parce que les faits accomplis auraient creusé son appétit, ils vont se rendre comme si de rien n'était au McDonald's de Pamiers pour dévorer un repas gargantuesque. Et elle dira d'ailleurs y avoir croisé sa tante et avoir eu avec elle une conversation tout à fait banale, oubliant que quelques instants auparavant, elle était en train de tuer froidement et de cramer un individu qu'il a considéré comme une amie. Dans les aveux qu'elle fait, elle est complètement détachée, elle raconte une histoire sans marquer de dégoût, sans marquer de tristesse. Pour les enquêteurs, il devient urgent à présent d'entendre Johan, le principal témoin du meurtre. Et le jeune homme va confirmer la préméditation. Selon lui, Cindy avait tout organisé. Il dit qu'effectivement, Cindy avait tout prémédité, mais que lui, il ignorait cette préméditation du geste. Et il précise qu'elle avait emmené l'alcool à brûler et des bâches, les bâches qui ont servi à déplacer
le corps parce que c'est plus facile. On n'est pas du tout dans quelque chose d'instinctif, d'immédiat. On est dans quelque chose de froid, de mûrement calculé, et peut-être même des jours à l'avance. On est donc véritablement dans quelque chose de beaucoup plus noir et de beaucoup plus inquiétant. Mais il reste encore des questions sans réponse. Comment expliquer que cette jeune femme apparemment bien sous tout rapport ait pu basculer dans cette folie meurtrière? Avait-elle des raisons d'en vouloir à Kevin? La suite de l'enquête va le confirmer. En fait, il semblerait que Cindy et la victime aient eu des différends ces derniers temps. Notamment parce que Kevin lui aurait volé 400 € en liquide quelques mois plus tôt. Ce qui s'est passé, c'est que Cindy est en voiture avec Laura, sa colocataire, et Kevin, et ils s'arrêtent chez ses grands-parents à elle. Ces gens qui sont des gens polis et généreux leur ouvrent leurs portes et les invitent à prendre un café. Dans le salon, il y a une cheminée, et sur la cheminée, il y a une enveloppe contenant de l'argent. Et cette enveloppe a été dérobée par Kevin. Dès lors, Cindy va avouer à Kevin une haine sans borne. Et elle va même proférer à son encontre des menaces pour le moins explicites. Cindy commence un peu à l'avoir mauvaise envers Kevin. Elle essaye de le faire avouer. Il dit mais non, c'est pas moi. Là, elle le voit arriver avec des nouveaux vêtements. Et on sent que ça commence un peu à monter. D'ailleurs, elle dira à sa colocataire, à Laura, comme n'importe qui pourrait dire, elle dit « je vais le tuer ». C'est quelque chose qui lui paraît insupportable. Ça lui paraît insupportable, pas pour la somme. Ça lui paraît insupportable parce que c'est un ami à elle, parce qu'elle a confiance en lui, qu'elle l'amène chez ses grands-parents. Et malgré ça, ça l'arrête pas. Il vole cet argent. Et symboliquement, pour elle, c'est quelque chose d'extrêmement violent. Seulement pour les enquêteurs, il y a quelque chose qui cloche. Car le mobile ne tient pas. Là, 400 €, c'est choquant. Ça interpelle, c'est très choquant. Tuer quelqu'un pour 400 €, ça veut dire que la vie n'a plus de prix, qu'on n'a pas de prix. Face au scepticisme des gendarmes, Cindy va dire qu'elle avait une autre raison d'en vouloir à Kevin. Une raison qu'elle avait jusqu'ici gardée secrète. Ce qu'elle raconte aux enquêteurs, c'est que environ 15 jours avant les faits, elle s'était endormie dans son lit. Elle n'arrive plus bien à situer si c'est l'après-midi, le soir. Elle sait en tout cas qu'elle s'endort, qu'elle fait un rêve érotique et que quand elle se réveille, Kevin Cellier est en elle. Elle le repousse et elle va se réfugier dans la salle de bain. Et donc, effectivement, elle accuse Kevin de l'avoir agressé sexuellement. Les choses en sont restées là. Elle n'a jamais demandé de compte particulier à Kevin, tout cela ayant été commis dans une sorte de brouillard. Mais la thèse du viol va être mise à mal. D'abord parce que ce jour-là, au domicile de Cindy, une petite fête était organisée. Une douzaine de personnes étaient présentes et personne n'a rien entendu. Parmi eux, il y avait l'un des meilleurs amis de Kevin. Il a accepté de témoigner devant notre caméra à visage caché. Il ne croit pas un seul instant à la thèse de l'agression sexuelle que raconte Cindy.
Pour moi, c'est pas réel. Il avait un énorme respect envers les femmes. J'imagine pas du tout Kevin pouvoir violer Cindy ou une femme. Selon le jeune homme, il y a un argument imparable pour infirmer la thèse du viol. Elle est obligée de passer par la chambre pour entrer en salle de bain. Donc dans la chambre où Cindy sera fait violer par Kevin pendant plusieurs heures. On était une douzaine, c'est même un peu plus, dans le salon. La majorité des hommes. On buvait beaucoup, on fumait. Et c'est quand même étrange que pendant plusieurs heures, personne ne soit rentré dans la chambre pour aller dans la salle de bain, pour aller aux toilettes. Non seulement il n'existe aucun témoin du viol, mais les gendarmes se demandent pourquoi Cindy n'a pas porté plainte contre Kevin au lendemain de l'agression. En attendant de démêler le vrai du faux, la jeune femme est mise en examen pour le meurtre de Kevin. Elle est placée en détention provisoire à la prison de Cesse, près de Toulouse. Mais vous allez le voir, l'enquête est loin d'être bouclée. Car il y a un élément qui intrigue particulièrement les enquêteurs.